Comme après chaque nouvelle vague de violence dans les territoires, les mots d'intifada, troisième du nom, refont surface. Et cette question également, Israël peut-il se baser que sur le sécuritaire pour lutter contre ces attaques? C'est le thème principal de cette émission autour de notre panel sécuritaire justement. Mais avant cela, c'est le Flash Actu Défense de Myriam Aman. Bonsoir Myriam. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. On prend tout de suite la direction de Strasbourg où l'enquête sur l'attentat du marché de Noël se poursuit. Le terroriste a été abattu par la police la semaine dernière, mais les enquêteurs cherchent à savoir s'il a bénéficié de complicité. Un homme de 37 ans a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir fourni l'arme de l'attentat. Des membres de la famille Shekat ont eux été relâchés. Parmi eux, son père, Abdelkrim Shekat, a affirmé dans les médias que son fils admirait l'organisation de l'État islamique, mais qu'il n'avait rien vu venir de ses intentions meurtrières. A noter que plusieurs membres de la famille Shekat, dont le père, sont connus des services des renseignements pour leur proximité avec les milieux salafistes. En Israël, l'opération Bouclier du Nord se poursuit. Mardi, Tsahal a publié une vidéo de l'intérieur de l'un des tunnels offensifs du Hezbollah. On peut y voir nettement la structure du souterrain, mais aussi des obstacles installés par le mouvement chiite libanais. L'armée israélienne affirme que le Hezbollah a tenté d'empêcher la progression du travail des forces de Tsahal en vue de la destruction du tunnel. Cette opération est d'autant plus compliquée que les forces israéliennes et libanaises se retrouvent littéralement face à face, comme on peut le voir sur ces images. Elles ne sont séparées que par les forces de la finule le long de la ligne bleue. Tension également en Cisjordanie. Les auteurs des attentats d'Ofra et de Givat Asaf courent toujours. Binyamin Netanyahou s'est rendu sur les lieux de l'un des attentats ce mardi. Il a promis que les terroristes seront retrouvés. On l'écoute. Comme vous l'avez entendu dire, la poursuite est en cours. À la fin de la semaine, il y avait des centaines d'arrestations. Hier, il y en a eu 36. Ce n'est qu'une question de temps. Nous retrouverons ce meurtrier comme nous avons retrouvé les autres. La terreur palestinienne pense qu'elle nous déracinera. Cela ne nous déracinera pas. Les forces de sécurité israéliennes ratissent en effet la région au peigne fin et les recherches se focalisent surtout à Ramallah et sur ses environs où les terroristes se seraient retranchés. Voilà pour le journal Sécurité Défense. Mathias, je vous laisse en compagnie de vos invités. Bonne soirée. Et je parlais donc de notre panel sécuritaire. Et le voici. D'abord, Miki Rosenfeld, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole international de la police israélienne. À ma droite, Dr Reuven Berko. Vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne, de la police, mais également ancien conseiller pour les affaires arabes et à Gaza et à Jérusalem. Et Oren Orbitoun, vous êtes ancien commandant d'équipe d'unité d'infiltrés de la police des gardes frontières. Alors je commence d'abord ma première question avec vous, Miki. Vous êtes sur le terrain, vous sillonnez le terrain au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein même des forces de sécurité israéliennes, on parle de troisième intifada et est-ce qu'on peut éviter une troisième intifada? Absolument pas. Le point central des opérations de police et des polices des frontières est de se coordonner pour trouver les terroristes spécifiques qui essaient de planifier des attaques terroristes tant dans la zone de Gaza que dans la zone de Judée et de Samarie et en particulier après les quelques attaques que nous avons vues augmenter ces dernières semaines, des attaques terroristes dans cette zone spécifique. Docteur Reuven Berko, lorsqu'on parle de troisième intifada, ça a une connotation particulièrement terrible pour les Israéliens. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit mettre un terme après chaque attaque? Je pense que l'utilisation du mot intifada est une utilisation modulable qui ne fonctionne pas dans tous les développements du conflit. Si nous parlons de la première intifada, c'était effectivement quelque chose de spontané qui a grandi sur une base d'incitation à la violence, mais dans le public, il y avait beaucoup de frustration à cause de l'échec palestinien au Liban et comprenant qu'il n'y avait aucune solution sortie pour les organisations terroristes d'avancer. Donc ça a été la première intifada. La seconde intifada, ça a été organisé comme événement qui cherchait un déclencheur religieux après l'affaire d'El-Aqsa qui ne cesse d'être au centre des affaires dans la conception palestinienne, un point qui sert de levier
pour créer un conflit interreligieux dans la région, et ce point continue à être présent dans la conscience des Palestiniens là où ils se trouvent. Et la situation actuelle, quand nous parlons d'intifada, je pense que la tentative des deux premières intifadas où Tsahal a écrasé les capacités opérationnelles des organisations terroristes et a transformé l'intifada en quelque chose de totalement non pertinent, même pour les participants, le risque que cela se crée de manière spontanée est extrêmement bas. Mais nous voyons des tentatives incessantes de l'organisation du Hamas, qui de manière générale a été vaincu du point de vue opérationnel, et il est enfermé face à Israël et à l'Égypte. Et d'un point de vue universel, comme toutes les autres organisations terroristes islamistes, cela nous amène à une tentative de recopier les émeutes populaires, populistes, pour déstabiliser l'autorité palestinienne, pour essayer justement de donner la main aux musulmans dans islamiste. Oren, vous avez combattu le Hamas, vous avez combattu d'autres organisations comme les Tanzim, l'aile militaire du Fatah. Aujourd'hui, techniquement, est-ce qu'Israël est capable de lutter contre ces cellules terroristes? Absolument. Les forces de sécurité israéliennes peuvent se mesurer à toutes sortes de terrorisme, toute menace terroriste, à chaque instant, partout, pas seulement à Gaza, pas seulement en Cisjordanie, partout dans le monde aussi. Nous avons les moyens, nous avons les méthodes, nous avons les forces spéciales qui œuvrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais nous devons comprendre une chose. Ce qui se passe aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est que l'organisation terroriste du Hamas, qui est une organisation qui crée ici une situation explosive. Nous avons ici vraiment une vraie ébullition sur le terrain qui fait que tant les Palestiniens qui ne souhaitent pas, les civils palestiniens qui ne veulent pas arriver à une telle situation, sont mis en danger. Le Hamas met en danger tant les Palestiniens que de l'autre côté. Nous devons faire très attention et savoir comment neutraliser cette organisation et, si nécessaire, même faire des liquidations ciblées pour torpiller toute tentative, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie. N'oublions pas que ce qui s'est passé à Gaza, du moment où nous avons créé un désengagement unilatéral de Gaza, ce qui s'est passé rapidement, le Hamas a pris le contrôle de Gaza et a assassiné ses propres frères, le Fatah. Il les a assassinés en les tirant dans des véhicules de manière barbare. Et aujourd'hui, si nous levons un petit peu le pied pour ce qui est de la Cisjordanie, eh bien nous risquons de nous retrouver dans une même situation où le Hamas prend le contrôle de la zone de la Cisjordanie, et alors nous perdrons totalement le contrôle de la situation. Donc l'intérêt palestinien dans la zone de Judée et Samarie est un intérêt d'une situation gagnant-gagnant entre l'organisation elle-même. Si je parle d'Abou Mazen, l'intérêt d'Abou Mazen et notre intérêt sont de coopérer, de travailler en coopération afin d'empêcher de l'organisation terroriste du Hamas de prendre le contrôle de la Cisjordanie et de créer d'autres vagues d'attentats chez nous. Alors, on parlait de coopération, on dit de cette coopération sécuritaire qu'elle est au plus bas. Et malgré tout, c'est l'oncle du terroriste de Bethel qui a forcé son neveu à se rendre aux forces de sécurité. Jonathan Serrero est allé sur place à Bethel pour voir ce qui s'est réellement passé. On regarde, on en parle juste après. C'est ici, entre ces deux blocs de béton, que Mohamed Al-Alabi, un Palestinien originaire de Ramallah, est parvenu à s'infiltrer dans la localité de Bethel vendredi dernier. Muni d'un couteau, il poignarde un soldat de Tsahal et tente de le tuer à l'aide d'une pierre. Grièvement blessé, le militaire de l'État hébreu s'en sort grâce à l'intervention d'une habitante de cette implantation située au nord de Jérusalem. Le soldat était à terre. Les services d'ambulance étaient aussi sur place. Nous avons essayé de poursuivre le terroriste, mais il a réussi à prendre la fuite. Il s'est rendu de lui-même aux forces de sécurité plus tard. Un incident grave que le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, impute à la décision de Tsahal de laisser une ouverture au milieu de cette barrière de sécurité. Ce mur sépare Bethel des villages palestiniens voisins. L'appareil de défense a préféré protéger les droits des Palestiniens au profit de la sécurité des habitants de Bethel. Tsahal confirme dans un communiqué avoir laissé une ouverture au milieu de la barrière pour permettre aux propriétaires privés palestiniens d'accéder à leur terrain. Joints par téléphone, les services du ministère de la Justice
assure ne pas avoir été contacté par l'appareil de défense au sujet d'une autorisation de laisser un espace libre au milieu de la barrière. Depuis l'attentat de vendredi, l'espace laissé libre dans la barrière a été comblé pour raison de sécurité selon Tsahal. Ce mur porte la marque indélébile du sang du soldat blessé au cours de cette attaque. Miki Rosenfeld, on l'a vu, la plupart des derniers raids ont été menés par le Yamam, les forces d'élite de la police israélienne, d'ailleurs auquel vous faisiez partie avant d'être aujourd'hui porte-parole. On sent quand même, toutefois, qu'il y a une différence entre l'ordre qui est donné par les politiques et ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, l'état des forces sur le terrain, elle est bonne. Comment vous la jugez ? D'abord et avant tout, chaque unité, y compris l'unité de contre-terrorisme, comme vous avez mentionné, le Yamam, travaille 24 heures sur 24 pour proposer toute assistance contre les terroristes qui se trouvent dans les diverses zones palestiniennes. Nous travaillons de concert avec des sources de renseignement, des diverses organisations ici en Israël, qui nous donnent des informations concrètes. Ces informations sont accessibles et dès que nous arrivons dans ces zones, les terroristes sont arrêtés ou quand il y a des situations plus complexes, les terroristes sont tués s'il n'y a pas d'autre alternative pour les neutraliser. Mais notre objectif est de continuer cet effet boule de neige, comme je l'ai mentionné, de transformer les renseignements en accès opérationnel dans toutes les régions et donc nous empêchons ainsi beaucoup d'attaques terroristes. Juste pour vous donner des chiffres et des statistiques, plus de 450 attaques terroristes ont été stoppées par la police nationale israélienne, les unités de contre-terrorisme, les opérations de l'armée qui travaillent de concert dans ces zones palestiniennes. Votre quotidien, celui du quotidien des forces sur le terrain, en ce moment même, il ressemble à quoi ? Les ordres sont donnés, les ordres sont reçus et les ordres sont exécutés instantanément par les commandants, par les officiers qui ne réfléchissent pas deux fois. Ils pensent à une seule chose, c'est trouver les terroristes spécifiques que nous devons arrêter avant qu'ils puissent sortir des zones palestiniennes et pénètrent le cœur d'Israël. N'oubliez pas que la police nationale israélienne est là pour protéger les civils dans les diverses villes à travers le pays. Nous devons empêcher les terroristes d'attaquer en dehors de ces zones palestiniennes en Israël. Et nous continuerons à le faire tant que nous avons les informations concrètes que nous utilisons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lorsque vous étiez en uniforme au Rennes et sur le terrain, est-ce que le moment de faire votre opération, vous pensez aux conséquences diplomatiques ou exclusivement à la mission qui vous a été donnée ? Je peux parler de mon point de vue personnel. Le travail d'un combattant sur le terrain et selon les ordres opérationnels et selon l'objectif que nous obtenons, qu'on nous donne ordre d'attaquer. Quand nous avons un ordre opérationnel, moi, peu m'importe l'aspect politique. Ce que je dois faire, c'est remplir ma mission le mieux possible et éviter un maximum de dommages collatéraux ou de victimes collatérales. Nous travaillons de manière stérile et sélective pour réussir à mener nos opérations. Donc l'aspect politique, diplomatique ne doit pas influencer le combattant d'une manière ou d'une autre, à mon avis en tout cas. Vous n'êtes pas forcément d'accord, l'ex-conseiller que vous êtes. Je pense qu'il y a ici des sensibilités auxquelles il faut faire attention. D'abord, ce dont nous parlons, c'est l'intifada et cela peut être trompeur. L'intifada, ce sont des masses de gens qui créent des émeutes généralisées et ce n'est pas forcément dans la définition du terrorisme contre lequel nous nous battons aujourd'hui. Le terrorisme a des règles du jeu qui ressemblent, mais nous réfléchissons deux fois et même plus que deux fois dans ces situations où il y a des événements terroristes où sont impliqués des civils. La réflexion des combattants est beaucoup plus compliquée. Mais je dois vous rappeler et rappeler aux téléspectateurs que nous parlons d'un pays démocratique où il y a un lien direct entre le politique et le bout du fusil en fin de compte. Nous ne sommes pas un pays où le chaos règne et où un soldat décide ce qu'il veut faire
parce que c'est à quoi ils pensent. Tout ce qui se fait dans ce pays, c'est un combat contre le terrorisme dans le cadre de la loi internationale. Et donc, même les ordres qui sont donnés aux combattants prennent en considération les règles et les droits dans le monde entier. Par exemple, regardez les émeutes internationales, les émeutes qu'il y a eu organisées depuis la bande de Gaza pour pénétrer dans des localités israéliennes pour tuer des civils israéliens et enlever des otages. Regardez avec quelle délicatesse, avec quelle retenue les combattants et les forces de sécurité se comportent quand ils doivent combattre ce type de terroristes qui coupent les barrières de frontières, qui jettent des bombes et des grenades de l'autre côté de la frontière, et les forces doivent les stopper sans qu'il y ait des morts inutiles. Et c'est donc l'utilisation des forces de sécurité en Israël découle d'une conception politique, diplomatique. Évidemment, si l'équilibre est entre des pertes de notre côté ou la mort de civils israéliens, eh bien évidemment la situation où les ordres qui sont donnés aux soldats sont beaucoup plus clairs et doivent être pris avec beaucoup plus de sensibilité. Alors, Reuven Berko parlait de Gaza, justement. Alors cette semaine, vous allez l'entendre. D'ailleurs, cela engage aussi ce qui se passe en Cisjordanie, où nous comprenons le défi avec les Palestiniens. Justement, on va en parler, Dr Reuven Berko, de ce lien entre Gaza et les territoires. Regardez cette histoire, elle est peut-être peu banale, d'un homme qui a été formé aux techniques les plus sophistiquées de lutte par le Hamas, mais qui s'est loupé à 3 reprises. Regardez. Cela faisait plus de 4 ans qu'il combattait pour le Hamas. Taher Matar avait rejoint les rangs de la brigade Azadine Al-Qassem pendant l'opération Bordure Protectrice de 2014. Du haut de ses 24 ans, il a suivi pendant plusieurs mois un entraînement militaire. Il a aussi été formé à manipuler des lance-grenades, des obus et des chars. Taher Matar avait également la mission de garder les tunnels terroristes construits par le Hamas. Mais il décide seul de planifier une mission suicide. Taher Matar tente alors de s'infiltrer en Israël en pleine nuit, armé de 3 grenades et d'un cutter. Repéré par les patrouilles de Tsahal, ces derniers tirent en sa direction. Le jeune Gazaoui se cache et lance coup sur coup 2 grenades en direction des soldats israéliens, lesquels n'explosent pas. Taher Matar envoie son 3e engin explosif, cette fois sans enlever la protection. L'homme de 24 ans décide alors de rebrousser chemin, mais il a finalement été neutralisé par l'armée israélienne. Actuellement interrogé par le Shabak, les services de renseignement israéliens, le jeune Gazaoui a rappelé son objectif, commettre des attentats et mourir ainsi en martyr. Notre objectif était de tirer sur les soldats de l'armée israélienne et d'utiliser des engins explosifs que nous avons installés dans la clôture dans la mesure où ils ont décidé d'entrer dans la bande de Gaza. Je voulais me suicider, mourir en martyr et retrouver les 72 vierges qui m'attendent au paradis. Un acte d'accusation a été déposé au tribunal de Beersheva. Taher Matar est accusé d'appartenir à une organisation terroriste, d'avoir manipulé des armes ou encore d'avoir suivi un entraînement militaire à des fins terroristes contre l'État d'Israël. Oren, on parle de la précision des unités d'élite de la police israélienne, notamment le Yamam, le Yamas. Est-ce que vous savez également élargir votre théâtre d'opération ? Absolument. Le travail se fait en coopération étroite avec le Shin Bet. Le Shin Bet nous donne les instruments du point de vue des indicateurs et du renseignement de qualité pour travailler. Et même si nous devons travailler en parallèle sur plusieurs zones, bien entendu, il y a d'autres unités, pas seulement le RAID, pas seulement les infiltrés. Nous avons d'autres unités d'élite qui travaillent dans les territoires et qui peuvent travailler de bonne qualité ensemble, de manière beaucoup plus large et arriver aux meilleurs résultats possibles. Donc, du point de vue du travail, pour travailler de manière spécifique ou de manière plus élargie, nous avons les instruments pour travailler dans des cercles beaucoup plus élargis sans aucun problème. Miki Rosenfeld, est-ce que vous avez besoin de nommer un ennemi? Est-ce qu'il faut absolument dire que c'est le Hamas qui est derrière ces attaques, ou alors ça ne sert pour l'instant à rien?
Nous savons exactement qui est derrière les dernières attaques terroristes. Nous pouvons faire la différence entre la population qui ne veut pas être impliquée dans le terrorisme d'une manière ou d'une autre et les diverses cellules qui deviennent opérationnelles et qui tout à coup deviennent actives, ce que nous n'avions pas vu dans les dernières semaines. C'est quelque chose sur lequel nous nous concentrons et nous savons exactement où ils sont et nous continuons les opérations au moment où nous vous parlons dans les différentes zones pour nous concentrer et trouver ces terroristes. Ça se traduit comment? C'est un état de crise, une crise perpétuelle. Comment ça se traduit dans les faits au niveau des responsables, j'entends? Les opérations qui ont lieu par la police israélienne sont concentrées sur tous les niveaux, sur ceux qui sont actifs dans les diverses zones et domaines. Nous parlons des terroristes eux-mêmes, ainsi que suivre les différents leaders pour nous assurer que nous sachions exactement qui a donné les ordres et qui continue à donner des ordres pour d'autres attaques. Il y a divers niveaux opérationnels qui ont lieu, mais nos unités sont présentes dans toutes les diverses zones. Nous suivons les derniers terroristes depuis des mois, depuis l'attaque de Barkhane, où une femme innocente et un homme innocent ont été assassinés. Et donc, c'est un travail qui se passe en permanence dans les différentes zones. Reuven Merko, il a été dit que certains éléments les plus radicaux du Fatah, des Tanzim, ont collaboré avec le Hamas pour les derniers attentats. Est-ce que ça vous semble plausible qu'il y ait une coopération Tanzim-Hamas? C'est une excellente question que vous venez de poser, parce que, en fait, il y a une osmose entre les organisations terroristes diverses et nous pensons d'habitude que l'OLP sont, en fait, aspirent à la paix. Mais cette organisation, de manière générale, est dans beaucoup de sens pas différent du Hamas dans son objectif stratégique supérieur, à savoir de détruire l'État d'Israël. Ils sont différents de deux manières. De manière tactique, comment le faire, et dans la question de savoir qui va gérer cela. Nous voyons le conflit entre les organisations de l'OLP et du Hamas qui sont autour de la question de savoir qui dirige les opérations d'un côté et comment le faire. Le Fatah, par exemple, et les organisations de l'OLP sont des organisations qui, entre elles, sont disharmonieuses, mais dans les territoires, par exemple en Judée et Samarie, il y a des incitations à la violence concrètes qui préparent les foules, y compris sur les réseaux sociaux, à créer une situation de participation aux attaques terroristes. Nous voyons des activités d'incitation à la violence et de participation d'éléments spontanés résultant de cette campagne d'incitation à la haine que crée le Fatah et d'autres organisations. D'un autre côté, nous avons le Hamas qui est intéressé à créer le chaos en Cisjordanie, qui ont pour objectif de faire réagir les Israéliens, qui amènera à l'effondrement de leur ennemi, qui est le Hamas. Et donc, les unités de Tzahal, de la police, du Shin Bet, sont des outils tactiques professionnels pour la réflexion stratégique générale. On utilise les forces les plus expérimentées pour porter atteinte aux objectifs de manière utile et ne pas impliquer les non-impliqués. Oren, vous êtes ancien combattant du Hamas, vous avez un avis aussi. Est-ce que vous êtes favorable à l'expulsion des familles des terroristes aujourd'hui? Je pense que, à mon humble avis, clair et net, tout terroriste qui vient de telle ou telle famille, la famille sait toujours ce qui se passe. Ça n'existe pas que le papa ou la maman ne soient pas au courant de ce que fait leur enfant, d'où il grandit et qu'est-ce qu'il entend comme incitation à la violence. Et un terroriste qui sort d'une maison familiale pour se faire sauter ou pour assassiner de manière monstrueuse, comme ça a été le cas où il a attaché les mains de Kim à Barkhane et l'a assassiné de manière sauvage, eh bien, la famille doit prendre en considération que leur maison doit être détruite. Et je ne parle pas seulement de la destruction de la maison de cette famille, mais dans la même mesure pour ce qui est de ceux qui apportent leur aide. Il y a des collaborateurs qui ont, par exemple, caché l'assassin à Naplouse. Eh bien, ces organisations qui cachent, qui nourrissent, qui habillent le terroriste, quand ils sait qu'il va être défendu, le terroriste est motivé pour
pour le prochain attentat. Et donc, même les aides des terroristes doivent être punies, comme la famille du terroriste, et on peut élargir cela à d'autres cercles pour créer de la dissuasion. Si nous ne créons pas de dissuasion et nous ne détruisons qu'une salle du bâtiment ou juste un petit morceau de la maison et qu'on ne détruit pas les bases, nous verrons de plus en plus d'attentats. Et donc, nous devons prendre en considération ceci, et ceux qui nous entendent ici doivent bien comprendre qu'il faut détruire les maisons des terroristes et de leurs collaborateurs à la base. Reuven Berko, en 20 secondes, parce que j'aimerais donner le mot de la fin à Miki Rosenfeld. Je voudrais vous dire que cette question est une question profonde et importante pour comprendre la région, pour comprendre la culture arabe. Dans la culture arabe, il y a ce qu'on appelle le haqq ash-sha'ri, c'est-à-dire la loi de la tribu, qui donne que l'individu est responsable, que la tribu est responsable des actions des individus de la tribu, en comprenant qu'il y a une responsabilité collective de la famille pour les actes individuels. Et c'est ce qui est accepté, c'est une punition acceptée pour les familles qui aident un terroriste. Merci. Cela fait partie de leur culture. Merci Oren Orbitoun, merci Dr Reuven Berko. Le mot de la fin à Miki Rosenfeld, très rapidement, quelques secondes. Est-ce que ces violences peuvent se transférer à Jérusalem? Les unités de la police nationale israélienne travaillent en Judée-Samarie et à Jérusalem à la fois. Nous ne voyons aucune cellule active à Jérusalem. Jérusalem est sûr et protégé. Le niveau des menaces de sécurité de Jérusalem est uniquement avec des attaques au couteau, ce qui est complètement différent qu'en Judée et Samarie. Merci à Miki Rosenfeld d'avoir été avec nous. Merci Reuven Berko, merci Oren Orbitoun d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro. Passez une excellente semaine sur i24 News.